Moi, c'est... Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ouille? Dis-nous qui m'ouille. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média. Chers amis internautes, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Augustin, artiste peintre, auteure, artisane, chanteuse et l'administratrice principale de la page Facebook du Phare, qui est une page créée pour les artistes afin qu'ils apprennent à se découvrir, à se connaître, à s'entendre et aussi à faciliter les échanges entre eux. Merci de nous recevoir encore une fois chez vous aujourd'hui. De quoi allons-nous débattre? Il y a des artistes qui sont nés pour partager. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme très active. Elle est artiste visuelle, commissaire indépendante, artiste plasticienne, commissaire d'exposition, gestionnaire de projet, critique d'art, activiste culturelle. Elle travaille vraiment beaucoup pour les artistes. Je vous reviens tout à l'heure avec cette femme étonnante. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Média, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Alors, notre invité, qui m'ounouye? Bon, bonjour, moi c'est Barbara Prezo-Stephenson. Moi suis artiste, moi fait en Haïti. Moi levé en Haïti, moi commencé études moi en Haïti. Moi levé dans une famille artiste. Côté maman son artiste peintre qui te gagné une galerie à côté hôtel Choukoud dans Pétionville. Papa c'est un monde qui était toujours qui était commencé dans musique mais qui a une grosse passion pour livres et qui sont collectionneurs tout. Et puis moi j'ai un grand-père qui était directeur l'école des arts et métiers en Haïti. Donc qui sont dessinateurs et qui étaient un grand menuisier et ébéniste. Ma mère, Micheline Prezo, est artiste peintre et mon père était quelqu'un de très versé dans la musique. Il jouait de l'accordéon avant ma naissance et c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué dans le secteur culturel en Haïti. Il était membre d'un mouvement culturel qui s'appelait Calfou dans les années 60. C'était des personnes, mes deux parents étaient très proches de Marie Chauvette aussi. Et ils faisaient partie du cercle des jeunes qui entouraient Marie Chauvette. Donc, j'ai grandi dans une atmosphère très artistique. Mes parents ont eu une galerie d'art en Haïti pendant près de 9 ans. Et donc, à ma naissance, j'ai trouvé cette galerie d'art-là qui était fréquentée ça s'appelait le Coin d'art.
Et cette galerie était fréquentée par tous les artistes haïtiens, mais aussi par tous les visiteurs étrangers, surtout ceux qui faisaient de la recherche sur l'art haïtien ou des films sur l'art haïtien. Mais je me rappelle même après que ta mère ait fermé la galerie à Pétionville, elle a continué chez elle. Ah, mais bien sûr. En fait, les artistes n'arrêtent jamais de créer. Donc, ma mère a continué à peindre exposer. Aujourd'hui, elle a la vue qui a beaucoup baissé et elle a les mains qui tremblent beaucoup. Donc, elle a du mal à tenir un crayon ou un pinceau. Mais jusqu'au moment où j'ai laissé Haïti, ma mère dessinait et peignait encore. Oui. Elle a une œuvre très prolifique. Donc, quand tu t'es présenté en Avison, on s'est rendu compte que tu ne pouvais pas échapper à l'art. Je fais partie de la première promotion de l'École nationale des arts en Haïti. Donc, j'ai fait partie de la première et de la deuxième année. Et ensuite, je suis partie au Canada. Donc, l'École nationale des arts a ouvert ses portes en 1983. Donc, je faisais partie de la première cohorte. Et je suis allée à l'Université d'Ottawa en art visuel et j'ai fait un bachelor en ce qu'on appelle un BA, c'est 4 ans d'études universitaires en art visuel à l'Université d'Ottawa. Donc, c'était de 1985 à 1989. En art visuel et en histoire de l'art aussi. Alors, les arts, le bachelor en histoire de l'art s'appuie sur une formation en théorie et histoire de l'art très solide. Donc, moi, j'ai eu la moitié de mes cours qui étaient des cours théoriques. Donc, théorie, histoire de l'art. Ensuite, tu files à Dakar et en France. Non, étape 89, j'arrive à Paris. Et c'est là que je commence à fréquenter des artistes africains et des commissaires, des organisateurs d'expositions africains. Et en même temps, c'est là que je rencontre aussi des réseaux sud-américains. Et en fait, toute ma trajectoire, c'est les deux. C'est autant les Amériques, au pluriel, et l'Afrique, avec la Caraïbe au centre, bien entendu. Et donc, en 1992, à Paris, j'ai rencontré les organisateurs de la première biennale de Dakar et j'ai été invitée à cette première biennale qui est devenue aujourd'hui l'événement majeur dans les arts visuels en Afrique. Même au niveau mondial, c'est un grand rendez-vous international au niveau mondial aujourd'hui. Donc, en 1995, tu as passé 3 ans au Sénégal. 93, 95. Je reviens en Haïti et je passe 20 ans en Haïti. En 1999, c'est à ce moment-là que tu crées la Fondation Africa America. Parle-nous un peu de cette fondation. Alors, Africa America, je l'ai créée en 99. C'était pour vraiment avoir un grand rendez-vous en 2000, ce qu'on a fait, un rendez-vous international, et ça a été le premier festival d'envergure internationale en Haïti, festival culturel d'envergure internationale, avec une vingtaine d'artistes qui sont venus d'Afrique et des Amériques, de la Caraïbe, et qui se sont rencontrés en Haïti avec des expositions, des ateliers, des conférences, des projections de films, etc., et programmation que nous avons maintenue tous les 2 ans jusqu'en 2015. Et donc, la dernière édition a eu lieu en 2015. Entre-temps, la Fondation Africa America a eu un lieu. Nous avons eu le Centre culturel Africa America et nous avons à notre actif plus d'une centaine d'expositions aujourd'hui. Oui, mais ce mouvement a eu lieu où exactement? Dans quel local? C'est pas un mouvement, c'est une fondation très structurée qui a eu son siège à Paco jusqu'en 2007
Et ensuite, en 2008, nous avons eu la possibilité de nous établir au cœur du village de Nouaille, là où se Oui. trouve une communauté de sculpteurs du fer découpé. Mhm. Et Quand je te depuis, dis, excuse-moi, quand je te dis mouvement, c'est parce que tu as parlé d'exposition et tout. Je voulais parler Oui. de ces activités-là. Ben alors, la Fondation Africa America a produit de nombreuses expositions, continue de produire des expositions, mais produit également des livres et des publications, a un site web qui existe depuis 2002 ou depuis 2004. Donc, imaginez-vous la quantité d'informations que l'on retrouve sur cette plateforme, puisque nous accumulons de l'information depuis presque 20 ans aussi. Maintenant, nous savons que tu fais partie de l'Association internationale des critiques d'art. Oui. Quel est ton rôle dans cette association? Je suis membre. J'ai rejoint donc c'est l'Association internationale des critiques d'art. Donc à l'échelle mondiale, c'est plusieurs milliers de critiques d'art. Et c'est une association qui est partenaire de l'UNESCO et qui a son siège à Paris. Moi, j'ai rejoint la cellule Sud Caraïbes, donc qui est pilotée à partir de la Martinique et de la Barbade. Et c'est sur la base d'une sélection, sur la base d'un dossier, et que l'on devient membre. Donc, je suis membre depuis la création de cette cellule presque. Hein. Je les avais perdus de vue un peu après le tremblement de terre. Et depuis 3 ou 4 ans, je me suis réinscrite et je contribue, je suis active. Donc, quand on est active comme ça, on surveille les expositions. Alors, il y a une programmation, il y a des conférences et il y a des publications communes. Donc, ma dernière activité vraiment avec l'AICA comme telle, ça a été une conférence avec Mathilde Dos Santos, qui est la vice-présidente de l'AICA Sud Caraïbes. Et nous avions interviewé 3 jeunes femmes artistes plasticiennes de la Caraïbe et qui représentent la relève, dont Tessa Price-Mars, que vous connaissez bien. C'est beau. Tu as eu vraiment un grand parcours entre 1983 et 1999 et je sais que ce n'est pas fini. En l'an 2000, je vois le Forum transculturel d'art contemporain. Ensuite, tu es membre du collectif d'Awa. Alors, Diasporica African Woman Artist. Donc, en 89, j'ai rejoint un collectif ad hoc qui n'était pas une structure enregistrée de femmes de la communauté diasporique du Canada, donc des afrodescendantes du Canada. La plupart avaient des origines caribéennes. À l'époque, il y avait très peu d'artistes d'origine africaine, du continent africain. Hein. La plupart étaient plutôt des personnes de la Caraïbe. Nous parlons de l'an 2000, là? Non, 89. 89, au moment où je vais laisser le Canada, je participe à une exposition itinérante qui va faire le tour du Canada et qui a été la première exposition de femmes noires du Canada. 30 ans plus tard, cette exposition a une dimension historique et aujourd'hui, cette initiative est étudiée par les spécialistes en histoire de l'art du Canada et nous sommes en train de commémorer
les 30 ans de cette première exposition itinérante et nous avons reformé le collectif qui ne s'appelle plus Dawa, mais Dawa Legacy. Et nous avons une nouvelle exposition qui va faire le tour du Canada. Donc, nous avons une programmation sur 3-4 ans. Et cette exposition a été inaugurée à Toronto il y a un mois et la prochaine étape sera à Montréal. Bon, on va reparler de ce projet tout à l'heure en détail. Maintenant, on va faire une petite pause et puis tu vas nous parler un petit peu plus de l'encadrement que tu donnes au village artistique de Noailles. Merci, chers amis, d'être restés avec nous pour recevoir Barbara Prezo-Stephenson, une femme dynamique qui a parlé de son parcours. Barbara Prezo-Stephenson, on voit que tu ne travailles pas seule. Tu es toujours avec un groupe d'artistes. Alors, c'est dans ce but, je suppose, que tu encadres le village artistique de Noailles à Croix-des-Bouquets, le village qui est reconnu pour les faire découper. Parle-nous un peu de ce village. Quand est-ce que ça a commencé? Alors, ce que je peux... Il faudrait que j'explique, c'est que moi, de mon expérience au Canada, j'ai appris à travailler collectivement et à faire partie de collectifs d'artistes parce que c'est comme ça qu'on a non seulement de la visibilité, mais qu'on peut aller chercher des financements, aller chercher des subventions et qu'on s'implique dans le développement de la communauté, d'une communauté, d'un groupe. Et ça a toujours été pour moi une manière d'avancer. Et donc, en revenant en Haïti, j'ai voulu partager cette manière de faire avec mes pairs haïtiens. Donc, lorsque je suis arrivée en Haïti, les artistes se plaignaient beaucoup du manque de lieux, manque d'espace, pas assez d'initiatives, pas assez de visibilité, isolement par rapport au marché de l'art international, par rapport aux grandes rencontres internationales, etc. Donc là, nous parlons de 1995? 95 quand je suis revenue en Haïti, c'est ça. OK. Et donc c'est pour ça que j'ai créé, c'est ce qui a motivé la création de la Fondation Africa America. Sauf que les Haïtiens sont encore plus individualistes que là où j'avais des expériences précédentes. Et donc, ça a été plus difficile. Au niveau de la Fondation Africa America, on est resté finalement un tout petit groupe de personnes. Et aujourd'hui, on est un petit groupe de personnes. Ça n'a jamais dépassé les 4-5 personnes que nous sommes. Donc aujourd'hui, le président de la Fondation Africa America, c'est Maxence Denis. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'Association des artistes et artisans de Croix-des-Bouquets, que j'ai aidé à structurer, à créer, à enregistrer et à financer. J'ai été aussi à l'origine de la création de des deux premières associations d'artistes et artisans. Donc, la coordination des artistes et artisans du Bel Air, CABEL, a aussi été l'un des résultats de ce travail que j'ai entamé depuis plusieurs années. Et donc, l'idée, c'est de rassembler les artistes
autour de structures formelles enregistrées pour qu'ils deviennent des interlocuteurs et pour le secteur public et pour le secteur privé et pour la coopération internationale. Et donc, comment se porte le village ces jours-ci? Alors, le village essaie de renaître de ses cendres, mais depuis 3 ans, il a été sous la pression des gangs. Et encore aujourd'hui, le village est quand même aujourd'hui occupé par des bandits armés qui taxent les artistes. Pour entrer, il faut payer, et pour sortir, il faut payer. Et donc, mais les artisans continuent de travailler puisque c'est leur gagne-pain. Et donc, il a fallu, en fait, il y a 3 ans, dès les premières attaques, nous avons commencé un plaidoyer. Et ce plaidoyer a pris de l'ampleur, mais c'est seulement récemment, avec le massacre qui a eu lieu au village de Nouaille, puisqu'il y a eu près de 11 personnes, entre 11 et 15 personnes qui ont été massacrées, et que les artisans ont été, les habitants, pas seulement les artisans, certains ont été forcés de laisser leurs maisons et leurs ateliers. Des ateliers ont été brûlés, donc c'est très lourd. Donc autour de ça, une structure de support a été créée qui est SOS Nouaille, et c'est un groupe qui a de personnes volontaires qui sont sensibles soit au patrimoine ou des personnes qui connaissent directement les artisans, qui ont l'habitude de collaborer avec eux. Donc, je dois vous dire que le village de Nouaille a quand même une dimension internationale. Ce sont des artistes qui exportent jusqu'en Europe, aux États-Unis, dans toute la Caraïbe, et qui voyagent et qui, aujourd'hui, ils contribuent au PIB haïtien. Tout à fait. Maintenant, on va passer à quelque chose d'autre. Tu as, depuis 2020, commencé avec les tresses Montréal. Parle-nous de ces fameuses tresses. Alors, c'est un projet très complexe que j'ai entamé dès 2019, puisque j'ai utilisé la bande sonore d'un atelier que j'avais réalisé à la Maison d'Haïti avec les femmes du quartier Saint-Michel. Donc, c'est un atelier qui regroupait des femmes d'une quinzaine de nationalités et qui s'expriment dans différentes langues. Et la bande sonore est dans toutes ces langues-là. Et tu parles des tresses comme un marqueur des afro-descendants. Oui. Qu'est-ce que ces tresses représentent pour toi? Bon, déjà, quand tu es dans une ville d'Europe ou dans n'importe quelle ville du Nord, dès que tu vois une boutique où l'on vend des tresses, c'est qu'il y a une communauté afrodescendante ou africaine qui vit là. Donc, c'est un marqueur. C'est comme une enseigne. D'accord? Et donc, ce qui m'a amené à travailler sur les tresses, c'est que ça fait 10 ans que je travaille sur la question du genre, du travail genré, et donc des travaux dits féminins, et que je me suis intéressée à la couture et à la broderie. On sait ce que ça a comme importance dans la culture créole, dans les cultures créoles. Et donc, ça m'a amené à produire plusieurs œuvres. Donc, ça a commencé à Marseille, une première performance qui a duré 1 mois, où j'ai brodé 30 mètres de tissu avec des pétales de fleurs pendant 1 mois. Et c'est une œuvre qui a été bien documentée, bien photographiée, etc. À partir de là, j'ai fait une deuxième œuvre dans une galerie d'art à Paris, à Beaubourg, qui s'intitulait le complexe de Cendrillon. Et ensuite, suite à cela,
On m'a invité à la Barbade après le tremblement de terre. Donc, j'ai créé une autre œuvre en mémoire des veuves du tremblement de terre, et ça s'appelle Deuil Mourning. Et là, c'était devenu déjà une œuvre collective où je n'étais plus seule à faire ces travaux de broderie et de couture, mais nous étions déjà 5 femmes de la Barbade. Mais j'avais une autre question sur les tresses. Je sais que pour toi, chaque tresse a sa particularité, chaque tresse sa couleur, et nous savons que pendant une exposition, tu fais le tissage, enfin quand tu tresses les cheveux, tu as derrière une vitre. Explique aux internautes pourquoi. Alors ça, c'est à Montréal. Alors, je vais t'expliquer, mais je te donne l'origine. C'est que moi, depuis 10 ans, je travaille avec des femmes seules sur la thématique féminine ou en collectif. Donc, c'est ce qui m'a amené, après 10 ans de travail sur la question de la broderie, de l'aiguille, des travaux d'aiguille et de la couture, j'ai eu envie de passer à autre chose et le tressage qui s'inspire donc des coiffures afro, ça m'est venu naturellement. Donc, c'est dans la continuité de mon travail sur le genre et sur les travaux féminins. Donc, les tresses, c'est quelque chose de partagé, de vécu. Ça fait partie de l'expérience de la plupart des femmes noires, quelle que soit leur origine géographique. On a toutes des cheveux plus ou moins crépus ou texturés. Et donc, le tressage est la manière la plus, en fait, ça fait partie de nos traditions. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le tressage des cheveux est un moment intime d'intimité entre femmes qui ont un lien familial, et même filial, parce que souvent c'est la maman qui tresse ses filles, voire la grand-mère ou les tantes. Sans se lasser en plus, sans se lasser. Ou les grandes sœurs qui tressent les plus petites. Donc, c'est pour illustrer cette intimité que tu étais derrière une vitre. Ce lien qui fait partie de l'expérience intime de beaucoup de femmes noires. OK. Bon. Et donc, et au-delà de ça, il y a encore beaucoup d'autres questions parce que au-delà de la coiffure, il y a aussi toute une économie autour parce qu'à partir des années 80, on a commencé à voir des extensions, donc des cheveux artificiels. Et moi, la première fois que j'ai vu cette coiffure, c'était Stevie Wonder, tu te rappelles, avec les perles, etc. Et donc, on a vu Yannick Noah aussi, le tennisman. Le tennisman. Voilà. Et puis, donc, c'est une coiffure qui est devenue à la mode à partir des années 80. Et il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça. Et aujourd'hui, c'est une immense industrie. Les cheveux sont fabriqués en Chine. Donc, c'est une industrie chinoise et c'est une industrie mondiale. Donc, la question des tresses est aussi un phénomène dû à la mondialisation. Donc, à ce niveau, ça m'intéresse aussi comme phénomène. Oui. Et comme tu dis, ça a évolué. Maintenant, il y en a de toutes les couleurs et il y a toutes sortes d'accessoires pour mettre là-dedans. Et voilà. Et je trouve aussi qu'il y a une dimension créatrice, une liberté créatrice dans la manière de se coiffer, la manière dont les jeunes se coiffent aujourd'hui, les jeunes qui mettent des tresses,
parce que elles sont, d'ailleurs, c'est devenu quelque chose de très urbain. Et les jeunes aujourd'hui sont très créatifs. Ils vont avoir des cheveux bleus, des cheveux rouges, ils changent de tête. Et je trouve ça fantastique, je trouve ça fabuleux. Et ça m'inspire. Et donc, en 2020, pendant l'épidémie de Covid, j'ai eu une première subvention du Conseil des arts de Montréal pour faire une œuvre à la Maison d'Haïti, derrière une vitre, parce qu'il fallait exécuter ce travail sans public. Donc, moi, j'ai quand même eu un public sans contact. Le public, donc derrière ta vitre. Il était derrière la vitre. Et aussi, nous avons eu des moments de retransmission en direct. 5 mètres de hauteur, un peu plus que 5 mètres de hauteur. Et donc, elle s'accroche au plafond à la Maison d'Haïti et touche le sol. Donc, on sait que le plafond est très haut. Et donc, et cette ça t'a pris combien de temps? Tu as un mois de travail, tout un mois. Donc, j'allais tous les jours à la Maison d'Haïti et tous les jours, je tressais comme ça. Je tressais toute la journée derrière la vitre et les gens pouvaient me voir travailler. Bon, nous pourrions rester longtemps à parler des tresses parce que nous n'avions même pas commencé avec l'origine des tresses, ce qui nous donnerait vraiment plus que les 20 minutes que nous avons, Absolument. dont nous disposons pour ça parler. Ça mérite une conférence, oui. Oui. Donc, nous allons faire une petite pause et puis tu vas nous parler de tes projets parce que je sais qu'il y en a. Barbara Prezo-Stephenson bouge toujours. À tout à l'heure. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Amis internautes, merci de votre fidélité. Nous avons invité pour vous aujourd'hui Barbara Prezo-Stephenson, une femme très dynamique de la communauté. Elle va justement nous parler de ses projets. Barbara, quels sont tes projets? Alors, dans l'immédiat, c'est que très bientôt, l'exposition l'exposition du collectif Dawa, Ritual as Practice and Practice as Rituals, qui a été présentée à Toronto il y a un mois. Elle est encore ouverte à Espace, à la galerie Espace à Toronto. Donc, cette exposition sera présentée à Montréal. Elle arrive à Montréal et ce sera à la galerie Articule. OK. Elle consiste en quoi exactement? Tu as quel artiste dans Alors, nous sommes une douzaine de femmes. La curatrice s'appelle Andrea Fontana. C'est une enseignante d'université, commissaire d'exposition, chercheuse, qui a un centre de recherche sur les arts visuels de la communauté afrodescendante du Canada. Et nous sommes donc une douzaine de femmes. C'est une exposition collective, c'est une immense exposition
avec des œuvres toutes de dimensions assez importantes. Et donc, c'est une exposition qui regroupe beaucoup. C'est une très grande exposition, on dirait. Ça va durer combien de jours à Montréal? Probablement, comme l'étape à Toronto, un peu plus que moi. Donc, on ne peut pas rater ça, hein? Il ne faut absolument pas rater ça. Donc, on informera le public, mais ça sera à la Galerie Articule à Montréal. Et donc, après Montréal, l'exposition va continuer sa tournée. C'est une exposition qui va faire le tour du Canada. Donc, cette exposition commémore les 30 ans de la première exposition de femmes noires du Canada de 1989. Barbara, est-ce que nous aurons le loisir de voir tes livres à cette exposition? À part tes toiles, est-ce que tes livres seront là? Alors, dans cette exposition, je ne présente pas des toiles, je présente un quadriptyque. Donc, il y a une œuvre vidéo et 3 tirages photographiques de grande dimension, un triptyque. C'est un tirage photographique sur papier, sur feuille d'aluminium. Et donc, c'est ma contribution à cette exposition collective. Et les autres artistes, il y a de la sculpture, il y a très peu de peinture quand même. La plupart des artistes présents à cette exposition pratiquent la sculpture, l'installation, la vidéo, surtout ces 3 médiums-là. La vidéo, la photographie. Fais un survol des titres que tu as déjà publiés pour les internautes, s'il te plaît. Ou alors, alors pour commémorer mes 20 années mes 30 ans de pratique artistique, j'ai publié un livre qui est chez Sidica, qui est distribué par Sidica à Montréal et qui s'intitule Le Cercle Atlantique. Ensuite, là, cette année, encore avec Sidica, je viens de publier un recueil un recueil qui rassemble tous les articles sur l'art haïtien ou de la Caraïbe que j'ai publié au cours depuis mon retour en Haïti depuis 1995. Donc, ça fait un peu moins d'une centaine de pages, mais il y a des articles sur toutes sortes de personnes. Je peux citer quelques noms. Il y a Édouard Duval-Carrier, Mario Benjamin, Maxence Denis, Tessa Mars, Ronald Meuse, Marie-Josée Nadal, et des articles transversaux qui tentent de donner une explication sur l'art haïtien et l'art haïtien contemporain surtout. Tu as parlé du premier livre que tu as sorti, mais tu n'as pas dit exactement on a sorti un livre aussi alors il y a ce que j'ai publié moi individuellement, mais il y a ce que j'ai publié avec la Fondation Africa America. Donc là, il y a plusieurs ouvrages. Il y a eu déjà un DVD qui s'intitulait 15 ans d'art contemporain haïtien. Donc, c'est un récapitulatif des archives de la Fondation Africa America que nous avons rendu disponible. Ensuite, il y a eu un livre en 2005. En 2015, il y a eu un livre qui s'intitulait 15 ans d'art contemporain. Donc, le DVD, c'était 10 ans d'art contemporain et le livre, 15 ans d'art contemporain. Et depuis que nous avons démarré ce plaidoyer
avec les artistes de Croix des Bouquets. Donc, nous avons une collection d'ouvrages d'art qui s'intitule Noailles campées. Et donc, nous avons publié 2 ouvrages pour le moment et nous travaillons sur une 3e publication qui sera Serge Jolumot. Alors, 2 autres publications, Serge Jolumot et Gabriel Bien-Aimé. Eh bien, on te remercie pour ces précisions. Barbara Prezo-Stephenson, tu connais notre émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas en choisir un parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, malheureusement. Tu vas choisir un de ces mots et tu vas laisser parler ton cœur. Inattendu. Turquoise. Et puis un citron. Inattendu. Alors, moi, je prends turquoise parce que regarde comment je suis habillée. Oui. C'est l'une de mes couleurs de prédilection. Prédilection? Oui, et c'est vraiment une couleur que j'adore parce que j'aime beaucoup la mer. J'aime la mer tropicale qui est sa spécificité, elle est ce turquoise-là. Et ma famille est originaire de Gangoave, enfin ma grand-mère maternelle, et la mer est turquoise à Gangoave. Magnifique. Alors, Barbara Prezo-Stephenson, on peut te trouver sur Prezo, P-R-E-Z-E-A-U, Stephenson, STEPHENSON.com. Elite Media te remercie. Nous n'avons pas le même fuseau horaire. On te remercie pour ce sacrifice. Je suis sûre que les internautes sont très impressionnés par ton parcours. Donc, si on veut voir tes livres, on veut avoir beaucoup plus de détails sur tes expositions, on visite le site, c'est ça? C'est ça. Merci beaucoup, chers amis internautes, chers amis d'Elite Media. Elite Media vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour découvrir une autre artiste haïtienne. Moi, c'est... À bientôt. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ennuie? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui m'ennuie? Dis-nous qui m'ennuie. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans, proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media.